Voilà. Allez. On commence. On commence par la. On commence par la halakha, qu'on a convenu. Quelle halakhot on va faire cette année? On va refaire des halakhot concernant les sujets que les gens ne connaissent pas bien, les sujets des brachot. Quand les gens mangent quelque chose, très souvent ils ne savent pas, ils croient savoir plutôt quel bracha on fait, et dans la plupart des cas, ils se trompent de. Il faut faire une analyse particulière pour savoir quel bracha il faut faire. Quand on mange une soupe, quand on mange un gâteau, quand on mange un. D'accord? Alors on va voir ce qui concerne ce qu'on appelle des choses qui contiennent des céréales. D'accord? Kol ma sheyesh bo dagan. Tout ce qui contient une céréale. Donc céréales, ça veut donc dire céréales, et pas forcément légumineuses. Donc si on ne sait pas, il faut se renseigner si ce qu'on a dans le gâteau, dans la soupe, ou dans ce qu'on est en train de manger, ça s'appelle une céréale. Si c'est une céréale, il y a une possibilité de dire mésonote dessus. Si ce n'est pas une céréale, on ne dira pas mésonote dessus. Donc qu'est-ce que c'est qu'une céréale? Il y a en fait 5 céréales, pas plus que ça. D'accord? Le blé, l'épeautre, l'avoine, le seigle et l'orge. De tout, 5 céréales. Tout ce qui n'est pas de ces 5 céréales ne mérite pas qu'on dise sur lui mésonote. Donc par exemple, si vous avez du sarrasin. Alors le sarrasin, c'est pas une céréale, c'est une légumineuse. Donc on ne dit pas mésonote dessus. D'accord? Ou alors le quinoa, là, la fameuse graine que les gens mangent. Ils font avec de la soupe, ils font avec ou ils le mangent comme du riz, ouais. Avec de la viande, etc. C'est pas une céréale. Donc c'est quoi alors comme c'est une kitnite, une légumineuse. Donc une légumineuse, on fait adama dessus. D'accord? Il n'y a que sur le riz qu'il y a un problème, parce que le riz pousse dans l'eau. Donc il y a une discussion, quel bracha d'en faire sur le riz. Toutes les autres légumineuses, que ce soit des petits pois, des haricots, des lentilles, etc., ou même des légumineuses comme le sarrasin ou le quinoa, c'est pas une céréale. Donc on ne dit pas mésonote, on dit adama. Et encore, déjà faut-il pour pouvoir dire adama sur une kitnite, il faut qu'elle soit bien reconnue comme une kitnite. Si elle est faite en bouillie, alors elle ne devient même pas adama, elle devient sheakol. On n'arrive même pas à reconnaître les grains. D'accord? Alors que dans le mésonote, c'est le contraire. Dans le mésonote, c'est le contraire. Si on arrive à reconnaître les grains, d'accord, les grains d'une céréale, vous avez une soupe, et dedans vous avez des grains de blé bouillis, ou des flocons d'avoine, etc. Dès que c'est détaché les uns des autres, ça n'est pas du mésonote, c'est du adama, comme le blé. Si vous mangez des grains de blé au sucre, vous ne dites pas mésonote dessus, bien que ce soit du blé, vous dites adama. À quel moment sur une céréale on dit mésonote, c'est quand c'est compact, quand ça fait en pâte. Donc ça, une pâte. Donc déjà, c'est un grand principe de savoir ce que vous avez dans l'assiette. Est-ce que c'est une céréale ou une kitnite, une légumineuse? Si c'est une kitnite, jamais mésonote, même si c'est compact. Quand vous faites
un gâteau de riz ou un gâteau de maïs ou un gâteau une bouillie de quinoa, vous direz Adama dessus, mais vous ne direz pas maisonnote, même si c'est en pâte. Alors que si vous prenez du blé, vous l'avez bouilli, vous avez fait un choulend avec, si les grains sont séparés les uns des autres, quand vous appuyez dessus, vous voyez que ça se sépare, c'est Adama. Si vous voyez que c'est pâteux, c'est tellement pâteux qu'on ne peut pas détacher un grain de l'autre, alors ça devient maisonnote. C'est normal, puisque quand c'est pâteux, c'est plus nourrissant que quand c'est en grain. Ça bourre plus que quand c'est en grain, donc ça devient maisonnote. Alors que quand c'est en grains séparés, ça reste Adama. Donc maintenant, à quel moment doit-on dire maisonnote quand on mange un mélange où il y a effectivement de la céréale écrasée, enfin la céréale en pâte, et à quel moment on va dire maisonnote ou nous n'allons pas dire maisonnote. D'accord? Donc on a dit, il faut déjà être sûr que ce soit une céréale, Aleph, il faut se renseigner de quoi c'est fait. Donc si c'est une pâte de maïs, ça ne sera jamais maisonnote, parce que les kitniotes, ça n'est jamais maisonnote. Donc il faut être sûr déjà avec quoi c'est fait. Et même quand vous êtes sûr avec quoi c'est fait, il faut savoir si ça justifie de dire maisonnote ou pas. D'accord? Ce qu'on appelle, d'abord, Shieshlo Mine Dagan. Quand il y a Shieshlo Mine Dagan, c'est pas toujours maisonnote. D'accord? Par exemple, si vous jetez de la pelure, de la panelure dans de la soupe, si vous n'arrivez pas à prendre ça comme quelque chose de dur, ça ne s'appelle pas maisonnote, bien que ce soit de la panelure, bien que ce soit à la base du pain ou du gâteau. Donc si c'est une panelure, pour que ce soit maisonnote, il faut que ce soit quelque chose qui nourrisse. Donc il faut qu'il soit déjà vérifié. Vous voyez bien qu'il s'agit de panelure et pas de grain de riz. Et en plus, il faut que ce soit pâteux. Si c'est pas pâteux, s'il y a beaucoup plus de liquide que de pâte, donc ça s'appelle pas un sheshlo minedagan. Ça s'appelle pas avoir de la céréale, parce que la céréale, elle est là pour un peu épaissir, mais c'est pas suffisant. Ça n'a pas été fait pour nourrir, ça a été fait pour épaissir. Donc la soupe restera ou chez Akol ou Adama en fonction de ce qu'il y a dans cette soupe, mais pas maisonnote. D'accord? Donc quand vous prenez quelque chose, quand vous consommez quelque chose, dans quel cas vous êtes sûr de dire maisonnote? Quand vous voyez déjà le maisonnote. Si vous le voyez, par exemple, vous prenez un gâteau au fromage, ou un gâteau date, ce que je sais moi, bien qu'il y ait une couche de pâte beaucoup plus petite, d'accord, que ce qu'il y a avec, comme un cigare aux amandes, il y a plus d'amandes que de pâte en volume et en poids. D'accord ? Et donc la pâte est relativement fine par rapport au contenu. Ou un borécasse. Il y a plus de pommes de terre, ou plus de fromage qu'il n'y a de pâte à l'origine. Donc chaque fois vous avez ce problème-là, que si vous distinguez la céréale bien détachée,
qui est faite en pâte, alors vous dites mésonote, même si ce qu'il y a dedans est beaucoup plus important en poids et en volume. Donc ça c'est le cas le plus facile. C'est le cas le plus facile, vous avez un gâteau au fromage, il suffit que vous ayez une couche de pâte en bas, pâte au gaz, comme il dit. Vous avez de la pâte en bas, même si c'est pas une grosse couche, vous dites mésonote au départ, on parle de la bracha du départ. D'accord? Donc, un gâteau, il ne suffit pas qu'il ait un autre ingrédient, il suffit qu'il y ait de la pâte, même en petite quantité, feuilletée ou braisée ou brisée ou carrément pâte à pain, pour que ça devienne mésonote, et vous ne regardez pas la quantité de choses qu'il y a avec. D'accord? Comme une gaufrette. Une gaufrette, quand vous la voyez en coupe, il y a plus de couches de margarine et de chocolat et de citron, beaucoup plus que de pâte en vérité. D'accord? C'est une couche très très fine de pâte. Malgré tout, ça s'appelle mésonote. Ouais. On dit, ça s'appelle colminé dagan. D'accord? Pareil, c'est pour ça que je vous dis dans une soupe, si vous voyez dans une soupe, vous mettez des croûtons de pain ou des espèces de carrés là, jusqu'à des maras qui s'appellent ça, des petits carrés de pâte, vous direz mésonote sur le carré de pâte, bien que, parce qu'il est visible. Et si c'était de la poudre, comme j'ai dit tout à l'heure, de la pâtelure, vous ne direz pas mésonote. Donc c'est un problème il faut qu'il y ait une entité, une réalité de la pâte. S'il n'y a pas une réalité de la pâte, si la pâte se noie dans le bouillon, alors vous ne dites pas mésonote. Comme un bouillon de poulet, par exemple. Vous avez un bouillon de poulet, vous avez mis quelques vermicelles qui se battent en duel au fond de la marmite. Il y a beaucoup plus de légumes et de jus de poulet, de poulet lui-même, etc. Et vous avez quelques vermicelles au fond de la marmite et que vous ne les distinguez que quand vous soulevez la cuillère. Alors vous ne dites pas mésonote, vous dites simplement j'ai un col sur le bouillon. Mais maintenant, si les vermicelles sont en quantité suffisante pour qu'il n'y ait pas besoin de la cuillère pour les voir, de même on les voit, d'accord? Alors vous dites mésonote. D'accord? Tout ça, c'est des brachot extrêmement complexes parce que il faut bien connaître la réalité devant laquelle vous êtes. Quand vous êtes devant une assiette, vous devez réfléchir à tous les principes, sinon vous vous embrouillez et vous n'êtes pas précis dans les brachot. Donc c'est ce qu'on dit. Chez Eshlo miné dagan, quand on dit il faut qu'il y ait du dagan, la céréale, il faut qu'il soit une céréale qui soit suffisamment compacte pour être considérée. Maintenant, si la céréale a été mise, par exemple, pour coller, vous connaissez cette histoire qui fait rire, qui a une réglisse en Amérique qui s'appelle Pasquez. Il y a des réglisses qui s'appellent Pasquez. Et Mishumma, je ne sais par quelle imbécilité, il y a des rabbinim qui disent que c'est mésonote. C'est une absurdité, puisque le créateur de ce bonbon, il ne le vend pas en boulangerie, il le vend dans les confiseries. Donc c'est évident que la céréale que ça contient, elle n'est pas là pour nourrir les gens qui mangent ça, mais elle est là que pour attacher la réglisse. Donc ça n'a aucune valeur de mésonote. Donc on ne dira jamais mésonote sur des réglisses, on dira toujours chez Akol parce que ce n'est pas fait pour être nourrissant. Il faut voir toujours l'intention du fabricant.
Celui qui vous a fait ça, pour quelle raison vous l'a-t-il fait? Comme il ne vous l'a pas fait, il vous l'a pas fait pour nourrir, il vous l'a fait comme bonbon. Comme il l'a fait comme bonbon, même s'il y a de la farine dessus dans la composition, on n'en tient pas compte. Surtout que probablement, vous connaissez la règle dans les compositions, comme les producteurs ne veulent pas dire le pourcentage exact, alors ils ont choisi une technique, c'est l'ordre. En fonction de l'ordre, vous savez qu'est-ce qu'il y a en quantité plus gros. Hein? Vous voyez dans l'ordre. Si farine c'est en premier, donc ça veut dire qu'il y a tellement de farine que ce serait farine, alors vous pourriez dire éventuellement mésonote. Mais si la farine est en troisième ou cinquième position, avant la réglisse et les sucres et les adjuvants et l'eau, etc., alors c'est évident qu'on ne va pas dire mésonote là-dessus, ça ne mérite pas une bracha aussi honorable que mésonote. Quelquefois dans les soupes, on épaissit avec de la farine. Alors, si vous épaississez la soupe et qu'elle est tellement épaisse que la personne, par exemple, elle voulait manger du pain, puis Tom, elle voit l'assiette, elle dit « Oh là là, avec une soupe comme ça, je ne mange pas de pain. » Alors, vous avez dévoilé votre intention que ce soit une soupe bourrative, qui vous remplisse le ventre. Donc il faudrait qu'elle soit très épaisse, sinon, elle est là simplement comme la béchamel. Dans une béchamel, vous mettez de la farine, mais c'est pas pour autant que la béchamel devient mésonote. D'accord? Quand vous mangez une béchamel bien faite, vous avez automatiquement de la farine dedans pour épaissir le fromage. D'accord? Et pourtant, on ne dira pas mésonote sur de la béchamel. Donc il faut toujours savoir quelle est l'intention du fabricant. Donc ça dépend de la proportion. Il ne suffit pas qu'il y ait une céréale, il faut qu'elle soit là pour bourrer. Si elle n'est pas là pour bourrer, elle est simplement pour agrémenter, ça ne mérite pas de dire mésonote. Tout ça, c'est au niveau de la bracha première. Voilà, pour la bracha du départ. La bracha finale, là, c'est beaucoup plus compliqué. Pour pouvoir, en général, quand on dit mésonote au départ, on est censé finir avec Alamichia. La bracha d'un l'échantillon du Birkat Hamazon. Donc pour pouvoir dire à la Michia, il fallait vraiment être gavé par la farine qu'on a mangée là-dedans. Si la farine n'est pas assez en grande quantité, ça peut être mésonote au départ comme la gaufrette, mais ça ne sera pas à la Michia à la fin. D'accord ? Il faudrait que vous ayez mangé tout le paquet de gaufrettes en 4 minutes pour pouvoir dire à la michia dessus. C'est quelqu'un qui est boulimique, quoi. Il a mangé tout le paquet, donc il avait effectivement 30 grammes de farine en quantité globale de tout ce qu'il a mangé comme gaufrette. Donc en règle générale, personne ne fait ça. Quand on mange, même si on mange 10 gaufrettes, vous pouvez peser la quantité de farine qu'il y avait au départ, il n'y a même pas de quoi remplir une dent creuse, comme on dit. D'accord? Donc on dira mésonote au départ, parce qu'on distingue la céréale en haut et en bas, mais on ne dira jamais à la michia là-dessus. On dira des fachottes, puisque le chocolat ou le citron est en quantité beaucoup plus importante. Quand on parle de céréales, c'est les 5 céréales. Ce n'est que les 5 céréales dont j'ai parlé au début, le blé, l'avoine, le seigle, l'épeautre et l'orge. Tous les autres ne sont pas des céréales. Alors il y a une erreur communément commise, c'est qu'en français, le sarrasin, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le sarrasin, en français, il signifie une céréale et une légumineuse. Il faut faire attention à ça. En hébreu, c'est 2 mots, et en français, c'est qu'un mot, donc ça trompe. Donc en hébreu,
la légumineuse qui est rougeâtre comme ça, des petites boules rouges ou blanches, ça s'appelle koussemet. Koussemet. Et ça, c'est pas une céréale, c'est une légumineuse. Comme des lentilles. Non, même pas comme des lentilles, plus petits encore. C'est rond, c'est plus Des tout petits ronds, plus petits que les lentilles. Ça s'appelle koussemet. Et donc ça, c'est en français, on traduit par sarrasin. Et en vérité, c'est une légumineuse, c'est pas une céréale. Donc il faut dire Adama dessus, même si elle est pâteuse. Alors que la céréale, d'accord, le sarrasin céréal s'appelle kousmine. Ça s'appelle épeautre. Kousmine. D'accord. Épeautre, c'est du kousmine. Voilà, alors en vérité, oui, on traduit sarrasin ou épeautre. C'est plus logique de dire épeautre. Parce que, donc il ne faut pas se tromper. Si c'est kousmine, c'est une céréale. Donc ça applique à elle toutes les règles qu'on a vues. Que si c'est pâteux, et si c'est en couche, etc., mésonote. Si c'est koussemet, si c'est la légumineuse, ça ne sera jamais mésonote, ça sera que Adama, au mieux Adama ou Sheakol si elle est diluée. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper. Donc beaucoup de gens se trompent parce qu'en français, dans la botanique, ils n'ont pas fait tellement la différence. Donc si vous dites épeautre, vous êtes sauvé. Mais si vous dites sarrasin, alors il faut savoir si c'est la sarrasin graine ou la sarrasin céréale. C'est clair? Donc pour la bracha finale, pour pouvoir dire à la Michia, qui est comme un Birkat Amazon, ça a la même valeur qu'un Birkat Amazon, donc il faut vraiment avoir mangé une quantité très honorable de céréales, à tel point que vous êtes pas rassasié, n'exagérons pas, mais en tous les cas, vous êtes calé pour un petit bout de temps. D'accord? Donc il faut faire attention à ne pas vous tromper pour savoir la quantité de céréales que vous avez ingurgitées dans ce que vous avez mangé. Donc si vous avez mangé une soupe au vermicelles, une soupe au poulet avec des vermicelles, c'est vrai que si vous les voyez à la surface où ils sont facilement visibles sans avoir besoin de remuer la cuillère, alors vous dites mésonote, parce qu'ils sont importants. Mais ils ne justifient pas de dire mésonote à la fin, puisqu'il n'y a pas quand même une quantité de 30 grammes de vermicelles en tout. D'accord? Donc il faut toujours savoir que la bracha première n'est pas toujours identique à la bracha finale. C'est pas toujours mésonote qui finit par la michia, et c'est pas toujours comment on dit ça, Sheakol qui finit par des fachot, par exemple. Vous pouvez prendre Sheakol au départ et rien à la fin, etc. Et donc, toujours il y a deux mondes qui sont la bracha finale, la bracha première. C'est pas toujours, l'un ne va pas avec l'autre. Pareil pour le pain, vous mangez du pain, vous dites motzi, mais vous n'êtes pas obligé, peut-être que vous n'avez pas dit Birkat Hamazon, ça dépend ce que vous avez, combien de quantité vous avez mangé. Donc c'est pas toujours en couple que ça marche. On prend ce grand klal, les brachot de nourriture, que c'est pas des couples forcément. L'un n'implique pas l'autre. D'accord? Un autre exemple bête, vous mangez une glace en cornet, ou une cassetta, comment ça s'appelle ça, une cassetta? Vous avez deux plaques de gaufrettes, en quelque sorte, qui coincent la glace, ou le cornet. Cornet des vacances, vous voyez? Donc il y a des gens qui vous disent, si tu n'aimes pas du tout le cornet, moi je connais des gens, ils mangent la glace et ils jettent le cornet. Bon. Il y a des gens qui mangent le cornet et qui jettent la glace. Bon, ça c'est des fous, ça. Mais Nagid, que vous aimez le cornet et vous aimez la glace. Vous êtes, si vous avez choisi un cornet et pas une sucette, c'est que vous vouliez un cornet. D'accord? Ou bien vous l'auriez mangé en 3 boules dans une assiette. Si vous l'avez choisi en cornet, c'est que sûrement vous préférez le cornet. Donc,
à ce moment-là, le cornet a une valeur pour vous, donc il est mésonote. Vous dites mésonote sur la glace. Ah oui, à cause du cornet. Non, Ou de la cassetta. La cassetta. Excuse-moi, sur toute la glace ou que sur le cornet? Théoriquement, il faudrait dire sur le cornet et la glace, puisque les deux sont bien... Oui, les deux n'ont pas été cuits ensemble. C'est pas comme un gâteau au fromage, où vous n'avez pas rajouté la tarte avant, vous avez fait tout ensemble. Là, ça n'a pas été cuit ensemble. Il y a le cornet et il y a la glace. Oui. Donc, et ça mérite deux brachot. La première, du mésonote du départ, et après le chéakol de la glace de dedans. D'accord? Mais c'est pas parce que vous avez mangé une grosse glace avec 3 boules, qui coule partout, que vous avez fait à la michia à la fin. Donc ça exigeait mésonote parce qu'il y avait le cornet. Mais la quantité du cornet ne justifiait sûrement pas à la michia à la fin. Donc vous ferez mésonote et chéakol au départ, et vous ne ferez que les fachottes à la fin. Parce qu'il n'y a pas assez de céréales en tant que cornet. Donc vous voyez bien que c'est très très compliqué, toutes ces lois-là. D'accord? Alors, il y a une chose qui nous sauve, et qui sauve aussi les rabbinim qui racontent n'importe quoi sur la réglisse, des mésonotes sur la réglisse. Comme je m'amuse à dire à un des rabbinim qui a dit qu'il fallait faire mésonote, je lui dis, tu sais quoi, si tu viens chez moi Shabbat, je te mettrai 2 réglisses sous la nappe, comme ça. Après le kidouche, je dis, ouais, faites motzi. Tu prends du mésonote. Quand tu manges 250 grammes de mésonote, tu fais Birkat Amazon. Alors je lui mets un paquet de réglisse. Après le kidouche, on va voir la réaction qu'il va avoir. Il va me dire, mais tu te moques de moi ou quoi? C'est pas un repas, ça. Donc, qu'est-ce qui nous sauve quand même si on a dit mésonote, alors que c'était faux, c'est qu'en vérité, la bracha de mésonote, elle n'est jamais mensongère. Boré, miné, mésonote, Dieu fabrique des nourritures. Or, tout est une nourriture, même un champignon, même un concombre, ou même une glace. Donc, toute personne qui aurait dit mésonote par erreur, on dit sauf sur l'eau et le sel. Voilà. Sauf sur l'eau et le sel qui ne sont pas nourrissants, vous ne direz pas mésonote. Mais si vous êtes trompé, vous avez dit mésonote sur n'importe quoi, vous êtes toujours quitte après coup. Mais c'est pas sérieux de ne pas dire des brachot précises. D'accord? C'est quelque chose, comme Dieu a créé des choses dans les détails, donc vous devez le bénir dans le détail, et pas faire des brachot générales. Hein? Comme dit la Gemara, quelqu'un il veut pas se casser la tête à apprendre les brachot, surtout il dit j'ai un col. Tout a été créé par sa parole. C'est vrai. Même le pain, même le lait, même le saucisson, tout a été créé par sa parole. Donc il ment pas. Il ment pas, mais c'est pas sérieux. Parce que il faut être précis. D'accord? Voilà. C'est un chapitre compliqué et sur lequel nous reviendrons parce que il y a toujours des nouvelles facettes et des nouvelles aussi de nouvelles recettes, des nouveaux aliments qui sortent sur le marché. Donc à chaque fois, il y a besoin de savoir. La preuve, c'est que maintenant, dans les paquets que vous achetez, très souvent, la rabbanoute qui donne la cacheroute, elle écrit ce qu'il faut faire dessus. Elle écrit si c'est chez Akol, Mésonote, etc. Ils font ça exprès parce que les gens s'embrouillent. Par exemple, vous avez des pommes de terre, des chips reconstitués. Vous voyez? C'est des chips, c'est joli comme tout, comme des chips, mais en réalité c'est pas des chips, c'est pas des tranches de pommes de terre. C'est de la purée de pommes de terre qui a été reconstituée, et donc c'est chez Akol, puisque c'est pas de la pomme de terre, c'est de la purée de pommes de terre reconstituée en languettes comme ça. Donc si vous ne le savez pas, c'est pour ça qu'ils le disent, ils écrivent dessus. Ils écrivent chez Akol ou Mésonote ou à Adama pour que les gens sachent. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme les amuse-gueules, ce qu'on appelle les amuse-gueules. Hein? Vous avez des amuse-gueules, il y a plus de maïs, beaucoup plus de maïs que de farine. Donc c'est en vérité Adama et non pas Mésonote. Mais vous ne le savez pas, parce que quand vous le voyez, il y a plein de gens, par exemple les à-propos et compagnie, il y a plein de gens qui croient que c'était Mésonote. Alors que c'est du maïs. Parce qu'il y a un peu de farine pour tenir.
Et donc c'est chez Akol. Chez Akol ou Adama, si vous distinguez. Donc vous voyez bien qu'il y a des tas d'aliments nouveaux, ce qu'on appelle les snacks, tout ce qui est snack, des choses qui se mangent comme ça, comme un musgueule. Et il faut connaître la composition et la façon dont c'est fabriqué pour savoir quelle est la précision de la bracha. Parce qu'avant, vous achetiez un radis, c'était un radis. Alors vous achetez un radis, on vous dit non, c'est chez Akol parce qu'en fait, c'était du saucisson qu'ils ont transformé en radis. Donc aujourd'hui, ne regardez pas ce que votre œil voit, mais renseignez-vous comment c'est fait. D'accord? Comme les yaourts, il y a des yaourts aux fruits. D'accord? Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre que la plupart des yaourts aux fruits ne contiennent pas de fruits. Alors vous sortez une cerise, une fraise, vous dites c'est un vrai yaourt aux fraises. Mais pas du tout, si vous regardez, c'est de la gelée au goût de fraise. Donc si vous dites Adama, c'est une bracha pour rien, quoi. Parce que ce yaourt n'a jamais connu la fraise. Et comme dit mon fils, même les fraises ne sont jamais passées devant l'usine. Donc il faut regarder si c'est pour ça que des fois ils écrivent contient vraiment des fraises. Mechil toutin. Là oui, bon, donc c'est vraiment des fraises. Mais très souvent, vous croyez que c'est des abricots, c'est de la gelée. Vous croyez que c'est comment on appelle ça, des mûres. C'est pas des mûres, c'est des boules de plastique au goût de pétel. Et donc c'est embêtant parce que là, si vous dites Adama, là, vous êtes à fond la caisse dans le faux là. Parce qu'il n'y a pas du tout de Adama. Je vous ai raconté que, je la raconte toujours celle-là parce qu'elle est comique. Il y a un Hercher orthodoxe, très orthodoxe, et à cause de la caméra, je ne dirais pas quelle cache-route, pour ne pas risquer de me faire abattre par des tireurs d'élite en sortant. Donc il y avait le Mach Guillard, il vendait des tartes aux pommes. Il vendait des tartes aux pommes, vous voyez. Mais c'était pas des tartes, c'était des fourrés aux pommes. Alors il y a un monsieur, et le Mach Guillard était dans le magasin, il y a un monsieur qui achète des tartes, qui achète des fourrés aux pommes, et lui, comme il aime plus la pomme que le fourré, il sort la pomme, et il allait faire un hetz sur la pomme avant de manger le fourré. Et le Mach Guillard lui fait et il dit arrête-toi. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit ne fais pas un hetz. Il dit pourquoi? C'est la pomme. Il dit non, c'est du concombre. Ouais. Alors le concombre à 1 shekel le kilo, ça coûte moins cher que la pomme à 5 shekels le kilo. Donc ils avaient fait des tranches de concombre avec goût de pomme, et donc ils vous vendent ça comme tarte aux pommes, alors qu'en réalité c'est la tarte au concombre. Oui. Et heureusement que le Mach Guillard a eu l'honnêteté de lui dire, pour pas qu'il ait une bracha pour rien, parce que dire aetz sur un concombre, c'est faux complètement. Donc vous voyez qu'on est dans un monde où la ruse et l'astuce et comme les gens, c'est vrai que la pomme, quand elle est cuite, elle a la contexture du concombre si vous enlevez les graines au milieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc il faut le faire. Je vous donne là le gâteau, vous n'y voyez que du feu. Ça a le goût de la pomme. C'est vicieux. Et en plus, vous êtes tranquille parce qu'elle est pas pourrie, c'est plus facile à nettoyer, et ça coûte 1 shekel le kilo. Et ils mettent Moi, j'ai un ami qui a une boulangerie. D'accord? Alors, le représentant est venu, lui a dit, voilà, monsieur, on vend des... Alors, il ouvre une mallette, comme des cirages, ouais, des trucs de cirage. Alors, il dit, voilà, ça c'est chocolat, ça c'est fraise, ça c'est vanille. Et c'est quoi ça? Mais il dit, voilà, écoutez, je vais vous expliquer. Vous avez des vieux éclairs au chocolat que vous n'arrivez pas à vendre. Donc vous les repassez au four, donc ils sont durs, parce qu'ils ne sont pas frais. Ils sont durs, donc vous les mettez en premier, et dans le magasin, vous mettez l'odeur du chocolat, les gens rentrent dans le magasin, d'où ça vient? Des éclairs au chocolat. Oui monsieur, mettez-moi une dizaine.
Oui, c'est un boulanger cachère, hein, le tampon de la cache-route. Donc, il roule les gens, un croissant aux amandes, une odeur d'amande dans le magasin, quand vous rentrez, tac, oh, ça sent bon là. Et ça monte avec la chaleur du magasin. Tout ça vient, ben voilà, monsieur, c'est les croissants aux amandes. C'est des croissants qui font 4 jours, qu'ils ont ouvert, mouillé, ouvert, hop. Donc, l'odeur vous fait croire que ça vient de là, donc c'est frais. Un croissant qui a 4 jours, ils sont plus... et vous achetez. Bon, c'est vrai que la bracha reste maisonnote, c'est vrai, mais pour vous dire qu'on vit dans un monde de l'arnaque. Dans tous les domaines, on vit dans un monde de l'arnaque. Donc il faut faire attention. Alors, quand c'est votre argent qu'on vous prend, capara. Mais quand on vous fait une bracha pour rien, ça c'est embêtant. Donc si vous mangez un yaourt aux fraises, vérifiez bien, en plus qu'il y a du lait, que c'est vraiment un yaourt, mais au moins qu'il y ait des fraises. Comme ça, vous ferez chez Akol ou Adama, ça dépend si c'est des fraises ou du plastique. Voilà. Nous allons passer maintenant à la paracha de Noach, qui est la paracha de cette semaine. Mais en vérité, la paracha de Noach, je vais pas vous la faire, je vais vous faire Bereshit. Puisque si vous avez fait attention, Noach commence à la fin de Bereshit. D'accord ? Avant de parler du déluge dans la paracha de Noach, on parle de Noach avant. Et on raconte que le déluge va avoir lieu déjà avant. C'est dans Bereshit qu'on parle de ça. À la fin. Si vous l'avez lu ou entendu. D'accord ? Alors qu'est-ce qui se passe à la fin de Bereshit ? On nous dit, dans les derniers versets, on dit que Dieu a vu comment le monde était mal, mauvais, et comment les esprits des gens étaient tordus à chaque instant. Ça vous rappelle ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Et on est bien après le déluge. Rak olayom. Mauvais toute la journée. D'accord ? Il y a comme ça des gens qui ont la tête qui travaillent que pour faire du vice. D'accord ? Alors qu'est-ce que Dieu a dit ? Vayinachem Hashem. Dieu, il a regretté. Qui a ça et Adam Baaretz, d'avoir fait l'homme sur la terre. Vayitatsev el libo, et il a eu le cœur serré. D'accord ? Il a eu le cœur serré d'avoir créé l'homme sur la terre. Et après, il dit, voilà, Dieu a dit, je vais détruire tout le monde, et je regrette de l'avoir créé, et à la fin, il dit, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et après, on entame la paracha de Noach. Donc on voit bien que l'histoire du déluge, elle commence déjà avant. Avant le déluge, il y a la cause du déluge. C'était combien d'années ? C'était à peu près 1000 ans après la création du monde. Presque 2000 ans. Hein ? Presque 2000 ans, bien sûr. Presque 2000. Oui, puis c'est bien après Adam Arishon. Adam Arishon a vécu 930 ans. Les 500 environ, parce qu'en 1956, il y a eu le déluge. Voilà, en Il y avait 1950. 400 ans pour construire l'arche, donc ça doit être 1500 ans. Il avait 120 ans pour construire l'arche. Donc ça doit être 1800 ans. Oui, il a écrit dans le Sefer Ramenu Bechaye, le premier millénaire, ça correspond à la lumière, ça correspond au premier jour de la création, Vayuyor. Donc le premier millénaire était très lumineux. Mais Abraham, il est né en 1900. Abraham, il est né déjà dans le troisième millénaire. Non, il est né en 1947. 1948 de la création. Oui. Donc ouais, dans Oui. la fin du deuxième millénaire. Et il chevauche le troisième millénaire. Oui, c'est ça. Donc le premier millénaire, tout lumière. Deuxième millénaire, le firmament séparé en deux, donc c'est la rigueur, donc le déluge. Et le troisième millénaire, avec Abraham qui arrive dedans, c'est l'équilibre, c'est le millénaire où la Torah a été donnée. Donc ça va depuis Abraham jusqu'au début jusqu'à la Mishnah, quoi, presque. 1000 ans. C'est là que la Torah s'est dévoilée dans le monde. Donc Abraham, il chevauche les deux. Fin du deuxième millénaire et le premier du troisième millénaire. Donc, évidemment, ce verset est curieux,
Dieu a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'est contrarié, voilà. Il s'est contrarié dans son cœur. Rachi intervient. Mais c'est marrant qu'ils disent pas ça pour Adam. Hachem ne disent pas ça pour Adam. Non, parce qu'Adam, il était tout seul. Donc il y a eu il s'est plus ou moins refait avec Chet, il s'est réconcilié avec sa femme. Ça va, donc il a fait une erreur et ça y est, là il te dit toute l'humanité, elle était corrompue. Les hommes, les femmes, les grands, les vieux, les animaux, le monde entier était corrompu. D'accord? Donc, Rachi intervient en disant, sur la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est contrarié dans son cœur? Dieu s'est contrarié dans son cœur. Et alors, donc il y a un Rachi très long. Rachi nous dit, en son cœur, Nitabel ala Ovdan, il s'est endeuillé sur le fait qu'il allait détruire tout ça. Donc Dieu a pris le deuil avant même le déluge, ça veut dire. Nitabel ala Ovdan Maaseh Yadav, il a été endeuillé sur la disparition de sa création. Le fait que Dieu allait détruire sa création. D'accord? Et il dit, Rachi, Vezo katafti litshuvat aminim, et ça j'ai écrit en réponse aux renégats. Qu'est-ce que c'est la réponse aux renégats? Apikoros echad, il y avait un renégat. Quand on dit Apikoros echad, c'est en général un juif, d'accord? Un renégat philosophique. Les apikoros, c'est pas des apikorsim stam qui veulent jouir du monde, donc ils inventent des trucs. C'est des gens qui avaient quelque chose dans la tête. D'accord? Comme l'histoire du rabbi précédent, qui a rencontré un type qui lui dit moi je ne fais ni Torah, ni Shabbat, ni rien du tout. Alors Rabbi Rayatz, il lui a dit avant, et pourquoi? Je suis un apikoros. Il a dit tu n'es pas un apikoros, tu es un imbécile. Ouais, parce que pour être un apikoros, il faut connaître beaucoup de choses. Donc c'est pas parce que tu dis que tu ne fais pas le Shabbat que tu t'appelles un type cultivé. Par contre, il y a beaucoup de gens comme ça en Israël. Et comme ils ne font pas le judaïsme, ils s'imaginent être intellectuels par rapport à vous. Pour eux, être religieux, c'est être bête. Donc, puisque je ne suis pas bête, la preuve que je ne suis pas bête, c'est que je ne fais pas Shabbat. La preuve que je suis un idiot, c'est que je ne suis pas un idiot, c'est que je ne mange pas kasher. Alors qu'on dit non, ça ne suffit pas de ne pas faire pour être appelé apikoros. Tu peux t'appeler un idiot, mais pas forcément un apikoros. Donc là, on te dit que c'était un apikoros. Un renégat intellectuel est venu voir Rabbi Yoshua ben Korcha, Rabbi Josué, le fils du tondu, comme ça il s'appelait. Amarlo, il lui a dit, vous n'êtes pas d'accord de dire que Dieu sait ce qui va se passer? Vous n'êtes pas d'accord là-dessus que Dieu sait ce qui va se passer? Rabbi Yoshua ben Korcha lui a répondu oui, on est d'accord. Amarlo, il a répondu Vea active veitatsev el libo. Il a écrit maintenant, il a regretté. Il a été contrarié d'avoir créé le monde. D'accord? Donc, comment il peut être contrarié d'avoir créé le monde, puisqu'il savait très bien, quand il a créé le monde, il avait déjà vu que ça allait tourner comme ça. Bonne question. Fondamental. Donc c'est pas un idiot l'apikoros. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yoshua ben Korcha? Il lui dit Nolad lecha ben zachar bimecha. Est-ce que tu as eu un garçon dans ta vie? Il a dit oui. Amarlo me'asitaï, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Et il a dit oh, samarti vesimarti et akol. Je me suis réjoui et j'ai fait la fête pour tout le monde. Amarlo et Rabbi Yoshua continue lui disant Velo haïta yodea
chez Sopholamut, et tu ne savais pas qu'un jour il va mourir ton fils. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu personne qui est resté éternel. D'accord? Donc, quoi qu'il soit ton fils, un jour il va mourir, même si c'est dans 1000 ans. Alors il a répondu, Bishat chedvata, chedvata. Quand on est dans la joie, on est dans la joie. Bishat evla, evla. Quand on est dans le deuil, on est dans le deuil. Il a donc dit à Marlo, il a dit, voilà, karma c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Dieu il fait aussi. Afalpi chez Galoï le Fanav, bien que ce soit clair devant lui, chez Sofan Larto, le Abdan, qu'ils allaient en fin de compte, fauter et disparaître. L'onimna milevar am, il ne s'est pas empêché de les créer. Bishvil atzadikim, atidim lamon mehem, à cause des tzadikim qui allaient sortir de là. Voilà la réponse de Rabbi Yoshua ben Korcha. Alors, ce qui est intéressant dans ce Rashi, c'est qu'en vérité, il soulève donc le problème classique du libre arbitre, etc. Comment Dieu, puisqu'il sait l'avenir, pourquoi a-t-il eu besoin de se faire de la peine maintenant? Il fallait la faire là, avant la peine. D'accord? Alors évidemment, on l'a déjà vu plusieurs fois, la Chassidoute répond à cette question. La Kabbalah en parle, mais c'est dur à comprendre. La Chassidoute éclaire cette chose-là de façon très simple. Chez Dieu, il y a deux mishorim, il y a deux plans. Il y a le plan où il est impliqué dans ce monde-là, et il suit les événements en même temps qu'ils se passent. On appelle ça Memale Kol Almin. Dieu remplit le monde. Donc comme il remplit le monde, il fonctionne à la vitesse et au rythme des gens et des choses de ce monde-là. Et il y a un degré au-dessus, où Dieu est en dehors du temps et de l'espace, etc. Et donc quand Dieu est au-dessus de tout, la Chassidoute nous dit que, comment on sait, quand on veut parler d'un Dieu qui est au-dessus de tout, c'est quand il y a écrit Galouille le Fanav. Quand il y a écrit c'est clair devant lui, on parle du niveau où Dieu sait tout. Avant que ça commence, il sait déjà comment ça finit. C'est ce qu'on appelle Sovev Kolalmi. Ça veut dire qu'il transcende les choses. Donc c'est ce que lui dit Rabbi Yoshua ben Korcha au Satapikoros. Il lui dit une réponse qui est un peu bébête. Tu as eu un fils dans ta vie? Il dit oui. Et qu'est-ce que tu as fait? On a fait la fête. Tu ne savais pas qu'il allait mourir? Oui. Et il dit le bon Dieu aussi. Il aurait dit, alors, ça ne répond pas à la question. Oui, c'est-à-dire que Dieu, il se fait homme en quelque sorte. Comme toi, tu vis les choses au fur et à mesure qu'elles se passent. Quand il y a une naissance, tu es content. Et tu aurais pu dire, bon, à quoi ça sert de faire une Brit Mila, de faire la fête, de payer un traiteur? Dans 120 ans, on va l'enterrer. Tu vois bien que tu ne fais pas comme ça. Les êtres humains ne marchent pas comme ça. Quand ils se mettent à table, ils ne disent pas à quoi ça sert. Ça va terminer aux toilettes. Ils mangent quand même, ils aiment bien manger. Ça veut dire que les gens veulent vivre le moment présent. Donc il dit la même chose chez Dieu. Dieu aussi suit pas à pas l'histoire de l'humanité avec eux. Quand il est dans ce monde-là, il est jusqu'au bout dans ce monde-là. Et en même temps, c'est pour ça que c'est dur à comprendre, mais c'est en vérité une réalité qu'on peut comprendre. En même temps, il voit l'avenir, il sait l'avenir, avant même que ça ait commencé, ça ne dérange pas. Comme nous. Nous aussi, on a ce côté Sovev Kolalmin, de savoir que on est poussière, on tombe dans la poussière. Si tu es poussière, pourquoi tu cours toute la journée? Parce que tu vis le moment présent. Tu ne peux pas vivre sur le jour où tu vas mourir. Sinon, tu ne ferais rien. On voit bien que rares sont les gens qui vivent en sautant les étapes. Les gens vivent les étapes au fur et à mesure qu'elles se passent. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, le rabbi dit toujours,
que quand Rashi cite, tout ce que dit Rashi, c'est en général du Midrash, d'accord? C'est toujours des Midrashim. Mais on voit que Rashi ne dit pas toujours le nom de l'auteur. Rashi peut parler des heures sans vous citer le nom de l'auteur du Midrash. Quand vous allez le voir, vous voyez qui c'est qui dit, mais lui il ne le dit pas. Et là, donc chaque fois que Rashi cite le nom, c'est que c'est pour nous apprendre quelque chose. Alors là, il nous a cité le nom de l'auteur, qui est le protagoniste du l'Apikoros, c'est Rabbi Yoshua ben Korcha, le fils du chauve. Qui était le chauve? C'était Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yoshua ben Korcha, c'était le fils de Rabbi Akiva, qui était donc une pointure, puisqu'il est très souvent cité comme étant un très grand Talmid Chacham. Donc Rabbi Yoshua ben Korcha, il était l'élève de son père, pas seulement le fils, mais il était aussi l'élève. Or le père, Rabbi Akiva, il dit dans les Pirkei Avot que tout est prévu. À Kol Safouille, tout est prévu et tout est écrit, d'accord? Et pourtant il te dit Rabbi Akiva, Areshut Peyado, comment on appelle ça, le libre arbitre est mis dans ta main. Donc Rabbi Akiva, il parle de la même chose. D'accord? Il te dit, il te répond à la question du libre arbitre. Il dit, comment tu peux, puisque à Kol Safouille, tout est prévu par Dieu, et pourtant il y a écrit que Dieu il te donne le libre arbitre. Comment ça marche? Ben, c'est ce qu'on te dit. Tu as deux plans. Si tu ne comprends pas qu'il y a deux plans, tu ne comprendras jamais cette question. Dans le plan où Dieu s'intègre au monde, eh ben, il joue le jeu avec le monde. Dans le plan où Dieu ne s'intègre pas au monde, où il transcende les mondes, ben, il n'a rien à voir avec ce monde. Et donc, comme il n'a rien à voir, c'est comme quand vous regardez un film que vous avez déjà vu 100 fois, vous savez très bien comment il finit, vous savez très bien chaque détail, et pourtant vous le regardez. Donc si vous le regardez, ça veut dire que ça vous plaît de rentrer dans le scénario à nouveau, alors que vous connaissez pertinemment la fin du film. Donc vous voyez bien que vous aussi vous avez ce côté de rentrer dans un événement volontairement, ou alors et en même temps d'être complètement détaché de la chose. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de nous dire, c'est Rabbi Yoshua ben Korcha, pour nous dire, il n'a rien fait d'autre que de répéter ce que son père va écrire dans les Pirkei Avot pour le Ham Israël. Là, il a parlé à un Apikoros en direct, parce que l'Apikoros, il a une bonne question. Comment se fait-il que Dieu, Pitom, il regrette ce qu'il a fait? Mais dis-moi, dès que tu as créé le monde, la séquence où tu devrais détruire le monde, tu l'avais déjà devant toi. Est-ce que les deux chaînes de Elohim et de Yud Kei Vav Kei, ça représente Memale Kolalmin et... Non, c'est Yud Kei Vav Kei, ça dépasse les mondes, Sovev Kolalmin. Le Shem Adnei, c'est quand il est dans ce monde-là, Ado. Et le Shem Elohim, c'est le moyen, c'est le Shem qui sert de moyen pour créer le monde, pour pas qu'on voit Yud Kei Vav Kei. Bereshit bara Elohim. C'est Elohim, c'est Elohim ou c'est Yud Kei Vav Kei qui a créé? Non, tout est Yud Kei Vav Kei, mais pour pas qu'on le voit, il passe par Elohim. Elohim, c'est le gant pour cacher sa main. Donc quand il est en haut qui englobe tout, il s'appelle Yud Kei Vav Kei. Quand il descend dans ce monde-là, il s'appelle Ado, Aleph Dalet Nun Yud. Et en Galout, vous voyez bien qu'en Galout, dans le Beth Amikdash, on prononçait le Shem Yud Kei Vav Kei, le Kohen Gadol le prononçait, et on le prononçait on le connaissait. Alors qu'en Galout, vous avez beau l'écrire dans les Tfilot, dans les livres, Yud Kei Vav Kei, vous dites toujours Ado. Parce qu'en vérité, vous ne percevez Dieu dans ce monde-là que par quand il est en bas, quoi. Quand il est Kei Vav Kei, c'est le miracle, c'est au-dessus de la nature, etc.
Ça, on le voit jamais. Bien que les électrons vivent au niveau du Yud-Kei-Vav-Kei, quand ils courent, ils savent où ils vont avant même de commencer, etc., comme on l'a appris. Donc dans la nature, en vérité, tout est déjà prévu pour marcher comme il faut. Donc c'est Yud-Kei-Vav-Kei, mais c'est caché. C'est pas signé Yud-Kei-Vav-Kei. Donc c'est pour ça qu'il te dit, ici on dit Vayinachem Yud-Kei-Vav-Kei. C'est le Shem Hashem qui a regretté. Parce qu'il peut descendre tout en étant content d'avoir créé le monde, il s'est arrivé à descendre pour être triste d'avoir créé le monde. Donc c'est-à-dire que dans la vie, ça veut dire, dans la vie, c'est un enseignement qu'on doit apprendre, c'est vrai que l'individu, il sait très bien l'avenir, il sait plein de choses, mais malgré tout, on dit à l'homme de vivre au jour le jour. On ne doit pas dire, vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui a faim, d'accord? Vous allez lui dire, ouais, mais mon vieux, de toute façon, un jour tu vas mourir. Alors pourquoi tu veux que je te donne 100 shekels pour acheter à manger? Un jour tu vas mourir, tu ne mangeras plus. Ah non, tu dois vivre au jour le jour. Donc pas seulement toi, mais les événements que tu vis, tu dois les vivre au jour le jour. C'est la volonté de Dieu que le monde soit comme ça. Que bien que tu saches comment tout va tourner, tu dois quand même t'investir à faire les choses au quotidien, sans vouloir brûler les étapes. Comme Dieu lui-même le fait. Donc c'est très important parce que, et c'est pour ça aussi que c'est une réponse à tous les gens qui, surtout aujourd'hui, qui sont à l'affût de l'avenir, qui vont voir des babas et des admourim et des ce que je sais moi, pour savoir l'avenir, ils veulent savoir. Alors justement, il ne faut pas savoir. Parce que de la même, il n'y a que Dieu qui sait, au moment où ça se passe, comment ça va être, mais toi ne joues pas ce jeu-là. Parce que si tu joues ce jeu-là, tu fais une photo, et tu fixes la chose. C'est très grave de fixer la chose. Alors que si tu ne sais pas, toutes les portes sont ouvertes. Donc il ne faut pas savoir. C'est pas intéressant de savoir parce que c'est trompeur. Puisque tu peux changer les choses, et donc si tu décides qu'elles soient comme ça, alors tu vas les bloquer comme ça. Alors on dit non, ne décide pas comment elles vont être, fais toi-même ton histoire, fabrique les choses, d'accord? Ne dis pas de toute façon voilà ce qui va se passer. Non, c'est pas vrai. Tu n'en sais rien du tout comment ça va se passer. C'est pas parce que tu l'as vu chez quelqu'un que ça va se passer chez un autre. C'est pas le même destin pour chacun. Donc c'est pour ça que les gens qui sont à l'affût des 10 heures de bonne aventure, qui sont plus des gitans, des gitanes ou des Madame Soleil, alors ils vont voir des rabbinim aujourd'hui parce que c'est la mode aujourd'hui que ça passe par la Torah. Alors on te dit non, c'est très grave parce que ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas de ça, commence pas à dire voilà comment ça va être, et voilà, et je vais faire ça parce que ça va être. Non, ne t'amuse pas à ça, tu dois vivre dans le Mémalé Kolalmin, dans le monde au fur et à mesure qu'il se déroule, et ne vis pas au niveau que tu sais déjà tout ce qui va se passer. Il n'y a que Dieu qui sait comment ça va se passer. Il n'y a qu'après coup, quand tu vas te retourner, que tu vas dire oui, ben voilà, c'était comme ça. C'était comme ça, mais toi tu ne pouvais pas le savoir. Donc, comme tu ne pouvais pas le savoir, ne décide pas. Parce que quand tu décides, on peut décider en haut, tu veux que ce soit comme ça, on va le faire comme ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas pousser les événements à ce qu'ils soient dans la direction que le rave en question, ou la boule de cristal, ou ce que je sais, moi, le café, le mar de café, t'as dit, parce que c'est très possible que ça ne marche pas comme ça. Et la preuve, Rabbi Akiva, que le chef des astrologues
lui a dit ta fille va mourir à son mariage, et on voit qu'au lieu d'avoir de la peine, Rabbi Akiva il a dit je m'en fiche ce qu'il raconte celui-là. Et le jour du mariage de sa fille, effectivement, on raconte qu'elle devait mourir par un serpent, et comme elle a donné à manger aux pauvres, avec les aiguilles qu'elle avait dans les cheveux, elle a crevé la tête d'un serpent sans le savoir dans le mur. Et quand le lendemain matin, le sorcier est venu dire Mazal Tov à Rabbi Akiva, astrologue, et il a dit c'est marrant, mais elle est toujours là ta fille. Il a dit oui, pourquoi? Bah je t'avais dit qu'elle mourrait le jour de son mariage. Alors il a dit comment je ne comprends pas que j'ai tort. Alors il a dit mais regarde dans le mur. Et elle avait enfoncé l'aiguille dans le mur et elle avait tué le serpent qui effectivement devait la tuer d'après l'astrologue. Et comme dit la Gemara, Tzedaka tatzil mimavet, la Tzedaka l'a sauvé de la mort. Et on voit bien que c'est une histoire de Rabbi Akiva. Donc lui, parce qu'il était chaud. Donc lui, il était bien placé pour dire ça, Rabbi Yoshua ben Kocha et Rabbi Akiva, etc. Parce qu'il sait très bien que bien que tout soit prévu, par qui tout est prévu? Par Dieu Yudke Vavke. Mais dans ce monde-là, tu n'en sais rien, donc ne sois ni défaitiste, ni optimiste. Travaille au jour le jour. Et la preuve, c'est qu'il a donné 120 ans pour que l'arche soit construite. Ça veut dire qu'il espérait bien que Voilà, ça veut dire que bien qu'il était décidé à détruire le monde, comme dit le Rachid d'ailleurs plus tard, et quand le déluge a commencé, il est commencé à petites gouttes. Pourquoi a-t-il commencé à petites gouttes? Il avait envoyé déjà toute la sauce sur le monde. Il a dit non, parce que s'ils avaient fait tchouva à ce moment-là, ça aurait été des puits de bénédiction. Donc on voit bien que tout est prévu, mais c'est pas parce que tout est prévu que tout ce qui est prévu va se réaliser. Ça peut être prévu et se faire autrement. c'est comme si là-haut, il avait plusieurs bandes vidéo de ce qui peut se passer. Exactement. Donc c'est pour ça que ça n'enlève en rien le libre arbitre. 3D. Ouais. Il n'y a aucune possibilité d'enlever le libre arbitre et ne vient pas donner des excuses en disant c'était prévu à l'avance puisque tout est écrit en haut. Tout est écrit en haut, mais tu n'en sais rien que ce qui est écrit en haut. Donc tu dois faire ce qui t'incombe pour que ça se passe bien. Et donc c'est pour ça que c'est Rabbi Yoshua ben Kocha à qui il est venu poser cette question. Et on voit qu'il a été content de la réponse. Parce qu'il a dit effectivement, oui, quand j'ai eu un enfant, j'ai fait la fête, et bien pourtant je sais l'avenir. Donc on voit bien que reste dans ce monde-là, ne t'occupe pas des projets de Dieu, grâce aux bonnes actions, tout est changé, tout est changeable en bien. Voilà. תודה רבה.